Alors, Caroline, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un trouble du comportement alimentaire? Alors, un trouble du comportement alimentaire, comme ça peut faire peur, mais en fait, c'est juste un trouble mental qu'on va catégoriser dans les troubles des conduites alimentaires, tout simplement. Et là-dedans, on retrouve la restriction, on retrouve les comorbidités liées à une maladie, ça peut être par exemple un cancer, on va retrouver l'anorexie, on va retrouver la boulimie et on va retrouver l'hyperphagie. Donc en fait, la première action, c'est déjà de bien différencier. Oui. Quelle est la différence entre l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie? Alors, déjà, on va retrouver l'anorexie tout court. L'anorexie tout court, c'est juste la perte de l'envie de manger. Après, donc selon le DSM-5, donc c'est un outil qui va nous permettre de faire des diagnostics différentiels. Il y a l'anorexie mentale. Donc ça, c'est un trouble qui va être caractérisé par la restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins. D'accord. Donc du coup, il va y avoir un poids significativement bas parce qu'il y a une perturbation de la perception du poids et de la forme du corps. Voilà, ça c'est plus important. La boulimie, par contre, ça va être caractérisé par des accès hyperphagiques, donc des accès de gloutonnerie, on va manger beaucoup, beaucoup très vite. Mais par contre, là où on peut le différencier de l'anorexie, c'est que le poids, il peut être normal ou surélevé. Voilà, c'est pas un objectif d'atteindre un poids significativement bas. Et en plus, on va retrouver des comportements compensatoires, donc des vomissements, des prises de laxatifs, parce qu'au fond, il y a de la culpabilité après ça. Et l'hyperphagie, donc ce sont des accès de gloutonnerie, tout simplement, sans stratégie de compensatoire et sans avoir un besoin de perdre du poids. C'est souvent relié à une grande détresse mentale. On parle de plusieurs types d'anorexie mentale. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors, dans l'anorexie mentale, on va retrouver l'anorexie restrictive. Donc là, ça va être une perte de poids qui va être due en fait à souvent à la restriction. Donc des jeunes, surtout des jeunes, à le répéter en fait. Et par contre, on va avoir l'anorexie boulimique, où là, on va voir toutes les stratégies compensatoires. Les vomissements, les prises de laxatifs. Il y a même, je crois, des médicaments qu'on peut prendre pour rester maigre. Ça vient des Oui. États-Unis. Enfin, voilà. C'est vraiment les stratégies compensatoires. Donc, il y en a deux. Ok. Et alors, j'ai pu comprendre qu'il y avait des personnes qui alternaient leurs troubles alimentaires. Donc, on peut passer de l'hyperphagie, par exemple, à la boulimie, comme à l'anorexie mentale, alors. Alors, en fait, dans l'anorexie, comme on peut le voir, on peut passer soit par la boulimie, Mhm. soit par la restriction. Alors, pourquoi est-ce qu'on alterne entre les deux? Parce qu'en fait, quand on touche à l'anorexie, faut savoir que la personne, elle souffre du manque. Elle pense à la nourriture constamment, toute la journée. C'est une pensée qui est obsédante. Donc, en fait, et puis, il faut bien qu'elle se nourrisse. Sinon, le corps ne fonctionne pas. Donc, parfois, il y a des pertes de contrôle. Parce qu'avoir le contrôle exclusif, c'est impossible. Impossible. Donc, du coup, quand il y a une perte de contrôle, on mange, on mange, on mange. Parfois, ça peut être aussi dû à un traitement cognitif au niveau des émotions qui n'est pas pareil. Par exemple, vous allez voir que chez les personnes qui sont boulimiques, en fait, c'est souvent, elles mangent leurs émotions au lieu de les traiter. C'est souvent dû parfois à des blessures d'humiliation, beaucoup, où il y a beaucoup de conflits. Mhm. Donc, elles vont surcompenser en mangeant. Par contre, l'anorexique, c'est souvent des conflits qui font partie d'une secte du silence, si je puis dire. Tout est silencieux, tout va bien. C'est souvent des gens qui disent tout va bien. Et donc, en fait, le traitement des émotions là-dedans, elle est déniée. On voit que c'est même plus, elles ressentent plus. Donc, du coup, ça n'existe pas. C'est surtout ça, en fait, où on va voir que il y a les deux. Donc, c'est une souffrance, alors, dans le quotidien de cette personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Bien Elle sûr. subit finalement cette situation. Est-ce qu'elle ressent c'est même plus une envie de manger finalement pour certains troubles, c'est un besoin, c'est une obligation pour le cerveau.
Ouah, alors ça va bien au-delà, parce qu'on parle d'une dépendance. En fait, le cerveau, là où il nous matrixe, c'est qu'en fait, si on veut aller plus loin, Mhm. on va faire ça simple. Il y a deux circuits qui sont touchés. Il y a le circuit de la sérotonine, donc ça c'est une hormone qui va jouer sur l'humeur et sur l'activation ou l'inhibition de votre cerveau. Donc déjà là on va avoir qu'il y a une grande irritabilité chez eux, beaucoup de stress. Ça va être des personnes qui sont très très nerveuses et ça va suractiver votre cerveau. Donc en fait c'est des personnes qui sont tout le temps hyperactives, qui se posent pas, qui se posent jamais. Et vous allez voir qu'il y a le circuit dopaminergique. Mhm. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je vais au restaurant, je vais manger un burger, ah, je vais être récompensé. Chez les personnes, ce système de récompense, là où il est biaisé, c'est qu'en fait, c'est dans le jeûne, c'est dans la restriction. Vous allez souvent voir ces personnes qui vont vous dire, ah, yes, j'ai pas mangé aujourd'hui. Hop, libération d'endorphine. Donc là, on parle d'une vraie dépendance. C'est comme si vous parliez à quelqu'un qui prenait de l'héroïne tous les jours. Bah, c'est très difficile de s'en sortir. Parce qu'au fond, on s'en rend bien compte qu'autour de nous, les gens n'ont pas forcément les mêmes discussions. Donc on voit qu'il y a déjà un écart qui est énorme. Et encore une fois, il y a le physique. Il y a le physique qui est détruit, qui est sous-alimenté en fait. Mais ça, elle ne l'écoute pas à cause du déni. Le déni, c'est-à-dire qu'on voit une vérité, mais on l'exclut totalement. Donc en plus, elles ne sont même pas capables, on parle d'une capacité à constater que ces comportements sont anormaux. Et d'ailleurs, en parlant de ces comportements, de ces signes, quels sont les signes psychologiques et comportementaux d'un trouble du comportement alimentaire? Alors elles sont très fortes, hein, parce qu'elles cachent bien. Donc en fait, c'est très difficile euh, de percevoir ou de prévenir. Vous allez voir qu'elles vont mettre, par exemple, des vêtements très larges. On ne voit pas qu'elles sont sous-alimentées parce qu'encore une fois, il y a l'hyperactivité qui va compenser. Mais les premiers signes, disons, on va dire psychologiques, ça va être des personnes qui vont être perfectionnistes, qui vont avoir une autocritique élevée, une hyper-vigilance aux besoins des autres, parce que du coup, elles ne savent pas ce qu'elles renvoient, donc elles vont regarder l'autre. Et ensuite, une hyperactivité physique, ça revient constamment, constamment. Ça, ce sont les principaux signes psychologiques. Concernant les causes et les facteurs de risque, j'en ai soulevé trois, dont les facteurs psychologiques. Pourquoi est-ce qu'on fait un lien, par exemple, entre l'anorexie mentale et une faible estime de soi? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, déjà, quand on parle d'estime de soi, ça veut dire quoi? En fait, c'est juste la personne qui va s'auto-évaluer. Donc, en fait, c'est comment la personne, elle s'accepte ou comment elle s'aime. Sauf que chez l'anorexique, il y a trois composantes. Il y a l'image corporelle, il y a l'estime de soi et il y a le soi physique. Là, on parle de personnes qui, c'est l'image corporelle qui va prédominer. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles vont constamment se comparer à un corps idéal. Donc comme elles se comparent à un corps idéal, il y a une insatisfaction. Et c'est là où on voit que l'estime de soi, du coup, elle est biaisée. Ce seront des personnes qui vont être constamment insatisfaites d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on parle d'estime de soi. Ok. Wow. Et donc, par exemple, le perfectionnisme à ce niveau-là est-il un déclencheur? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un déclencheur ou si c'est le résultat. En tout cas, j'ai pas trouvé d'études qui corroborent avec ça, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le perfectionnisme, ça existe chez tout le monde. Il y a la recherche des hauts standards, mais en fait, c'est quand on met en place des objectifs qui sont concrets et qui sont réalisables. Par contre, quand on parle des préoccupations bah, perfectionnistes, c'est là où ça peut devenir malsain parce qu'en fait, on parle d'une impression que les gens nous demandent d'être parfaits. Et en fait, c'est là où le perfectionnisme, il est dangereux, parce que du coup, comme c'est une impression, c'est difficile que ce soit objectif pour la personne.
Et comme il y a cette impression, bah, du coup, on va toujours faire plus. Et cette impression, par exemple, est-ce qu'elle peut être influencée par l'utilisation des réseaux sociaux, des médias avec l'image, les standards de beauté, par exemple? Donc là, on rentre plus dans le facteur environnemental, le facteur socio-culturel, par exemple. Oh là oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les médias, c'est ce qui introduit une norme de base. Mhm. Et en fait, chez les jeunes, même chez les adultes, en fait, on se rend compte que maintenant, c'est une source d'information. Donc en fait, les gens, ils vont aller sur les réseaux sociaux, voir la télé pour en fait s'informer de qu'est-ce qui est tendance en fait. Et quand on parle des jeunes, parce que l'anorexique, l'anorexie, elle touche principalement des jeunes au niveau de la puberté. Et c'est en fait à la puberté, au niveau du développement, c'est là où ils se cherchent identitairement parlant. Donc en fait, les médias, ils montrent une image où le jeune doit correspondre en fait. Sauf que le problème dans les médias, ok, on nous montre une image, mais on ne nous montre pas l'éloge, et surtout on ne nous dit pas comment il faut faire. Donc du coup, ça paraît facile. On se dit, bah oui, bah elle, si elle a réussi à faire ça, bah Ouais, c'est facile. effectivement. Et en plus, là où c'est dangereux, parce que quand on parle de l'anorexie, il y a les groupes d'internautes. Où là, je voudrais dire attention, c'est attention. Parce que là, on parle de personnes qui valorisent la minceur et qui s'auto-valorisent entre groupes. Donc en plus, on ne peut plus percevoir que les comportements sont anormaux, puisque c'est devenu une norme et que c'est accepté socialement. Donc oui, ça joue énormément, énormément. Bien sûr. Et est-ce que il y a une influence aussi de la part des proches et de la famille, une certaine pression qu'on peut aussi percevoir dans certaines familles au niveau les attributs, des attributs physiques en lien avec ce régime alimentaire ou autre? Alors, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser ces familles. En plus, ça peut apparaître dans toutes les familles, hein. En fait, je pense surtout qu'il y a un écart, malheureusement, qui se fait d'une manière intergénérationnelle. Il ne faut pas oublier que les parents, bah, la plupart, ils ne sont pas nés avec Internet, ni avec les réseaux sociaux. Donc, en fait, au niveau de la prévention, ils n'informent pas forcément sur les risques qu'on peut avoir. Et en plus, ils sont démunis parce que dans l'anorexie, il n'y a même pas la demande de l'aide. Puisque chez l'anorexique, Effectivement. la maladie, elle n'existe pas. Donc en fait, on est face à des parents qui sont démunis, qui savent plus communiquer, qui aimeraient aider, mais qui savent pas comment faire. Donc nous, en tant que thérapeute ou en tant que médecin ou en tant que psychiatre, ça va être la première ligne de mire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que la personne va se reconnaître, qu'il va y avoir enfin la reconnaissance de la maladie, qu'on va sortir du silence, et en même temps, c'est pour remettre la personne en connexion, en lien. Est-ce qu'il y a une certaine prédisposition génétique dans l'anorexie mentale? Ouf, alors ça, c'est très controversé parce qu'on ne sait pas vraiment. Ok. On ne sait pas vraiment si c'est héréditaire, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans les gènes. Alors moi, tout ce que j'ai trouvé, alors oui, si par exemple la maman, elle est enceinte et qu'elle subit beaucoup de stress, par exemple, un peu avant la naissance ou un peu après la naissance, oui, il y a un peu plus de risques. Après, il y a des gènes qu'on voit, par exemple, un petit peu, qui se retrouvent dans les TOC, dans l'anxiété et dans la dépression. Voilà. Mais à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'études qui montrent qu'il y a vraiment un gène. Pour moi, c'est plutôt polyfactoriel, c'est plutôt environnemental, socioculturel et familial. Bien sûr. Voilà. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé de sérotonine et de système dopaminergique. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui influencent ce trouble du comportement alimentaire? Enfin, plutôt ces troubles. Il y a beaucoup de choses qui sont touchées. Il y a beaucoup de choses qui sont touchées. Alors, déjà, à court terme, on va voir qu'il y a des problèmes au niveau cardiovasculaire, hein. Ça va être le rythme cardiaque qui est très diminué. Il y a même des changements au niveau du rythme cardiaque, il y a des chutes de tension du coup. Au niveau du sang, donc tout ce qui est hématologie, il y a une perte des globules blancs, donc vous allez voir vous êtes plus enclin à avoir une infection. Il y a au niveau des plaquettes, donc vous risquez d'avoir des problèmes de thrombose. Donc
la circulation du sang qui n'est pas faite. Il y a des troubles neurologiques parce que du coup le corps il est ralenti. Vous pouvez aussi avoir des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques au niveau de la digestion. Donc tout est inflammé. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Oui, la perte des cheveux, ça je l'ai dit, je ne sais plus. Une mémoire de poisson rouge. Ça va être en crise aiguë. Ok. Attention, parce que quand on parle de répercussions à long terme, et là, attention, c'est carrément, qu'est-ce qui se passe? C'est les os, c'est le squelette qui est touché. Ok. Tout devient poreux, parce que, si vous voulez, votre cerveau, quand il a plus de graisse ou quand il a plus de muscles à manger, il touche les organes vitaux, dont le squelette. À haut risque, on voit même carrément un retard de croissance si c'est avant ou pendant la puberté. Et s'il y a des vomissements répétés, vous allez avoir l'usure des dents. Et là, c'est irréversible. Vraiment. Donc il y a des risques quand même qui sont assez graves et qui peuvent nous emmener finalement jusqu'à la mort. On peut en mourir finalement. On peut mourir d'un trouble du comportement alimentaire. Oui. Oui. Et là, je suis désolée, on va être sérieux, parce que oui, c'est un trouble, encore une fois, qui est souvent banalisé, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, à long terme, c'est une des maladies psychiatriques qui entraîne le plus de morts. Donc, comme on l'a dit, le cerveau, quand il n'a plus les muscles, il touche les organes vitaux. Après, vous allez aussi avoir un trouble au niveau de l'hydroélectrolytique. Alors ça, c'est un mot qui fait peur, mais en fait, c'est juste, il y a un déséquilibre au niveau du magnésium, au niveau du sodium et au niveau de l'eau dans tout le corps. Ça veut dire que tous les nutriments qui sont dans votre sang, s'il y a un déséquilibre. Et là, on peut avoir un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque. Et cette maladie, comme elle oblige un peu la personne à s'isoler, on voit qu'il y a un risque suicidaire qui est élevé. Parce qu'en fait, le contrôle, le perfectionnisme, quand on voit que ça ne peut pas amener à là où on veut, parfois la seule solution, c'est la mort. Et d'ailleurs, ça fait partie des risques aussi au niveau plus cognitif et psychologique. L'isolement social, l'anxiété extrême aussi, touche beaucoup de personnes qui souffrent de ce trouble du comportement alimentaire. Oui, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le déni. Le déni, c'est un mécanisme de protection que la personne anorexique va mettre en place. Donc en fait, chez les gens, d'un point de vue extérieur, parce qu'il ne faut pas obliger que ça touche aussi l'entourage, en fait, c'est comme si vous parliez avec quelqu'un où la Terre est plate. Donc en fait, vous allez très vite vous buter à quelqu'un qui est fondamentalement persuadé qu'en fait, la Terre est plate. Donc tant qu'elle n'aura pas les preuves mises en avant, elle va continuer là-dedans. C'est ça qui donne en fait chez l'anorexique ce sentiment de mais personne ne me comprend en fait. Et ça la plonge dans une détresse finalement. Il y a aussi beaucoup d'anxiété, vous allez voir. Parce qu'en fait, pourquoi la personne elle est en constante anticipation? Elle anticipe déjà qu'elle va grossir. Donc au lieu d'être dans le présent et de ressentir et de s'introspecter, elle est déjà en avance. Et en plus de ça, parfois, vous pouvez avoir une dépression. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se focalisent fondamentalement sur leurs défauts. Donc c'est focalisant sur les défauts. Rien ne peut être positif en fait. Et quel impact est-ce que ça a concrètement dans la vie familiale, dans la vie même amicale, dans la vie professionnelle? Alors, donc on va se mettre un peu à la place des autres. En fait, déjà au niveau amical. Du coup, si on parle de jeunes personnes, à la base, c'est découvrir ses propres limites, découvrir des groupes d'appartenance, d'aller à la découverte en fait. Mais sauf que là, vous êtes en face d'une personne qui va compter ses calories, qui va parler de nourriture, qui va même être exigeante avec vous-même. Ah, t'as vu ce que tu manges, tu devrais pas manger ça quand même. Mais parce qu'au fond, ça reflète leur autocritique et qu'en fait, elles sont déjà exigeantes avec elles-mêmes. Donc, en fait, déjà là, au niveau relationnel, paf. Ensuite, au niveau familial, ce qui va se passer, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, les parents se sentent vraiment impuissants, en fait. Et du coup, pareil, ça va créer un écart.
ça va aggraver, en fait, cette solitude. Et au niveau du travail, par contre, ça c'est intéressant parce qu'on voit chez les personnes anorexiques qu'il y a une hyperactivité au niveau de l'intellectualité. Donc c'est des personnes qui vont vraiment être intellectuellement au-delà des autres. C'est une maladie qui est compensatoire. Si je suis isolée, bah, je vais essayer de m'informer le plus possible. Bam. Ok. Mm. D'accord. Eh bien, passons au sujet du diagnostic, aussi du trouble, qui est super important. Qui consulter en cas de suspicion d'un TCA? Alors, je pense qu'il faut faire ça d'une manière pluridisciplinaire. Alors, vous avez des psychologues, il y a les médecins traitants, il y a les pédopsychiatres ou les psychiatres, et il y a les nutritionnistes ou diététiciens. Alors, les diététiciens, eux, ils vont plutôt réapprendre à éduquer sur l'alimentation. Ils vont être là pour réinformer. Au lieu qu'on s'informe sur les médias, on va s'informer auprès d'un expert. Le médecin traitant, lui, il est là pour observer l'évolution du patient. Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires? Est-ce que finalement ça correspond à la personne? Et le psychiatre, lui, il va plutôt être là pour spécialiser. Donc en fait, il est là pour donner un médicament tout en ayant une connaissance sur les troubles alimentaires, contrairement au médecin traitant. Et les psychologues, ils sont là pour vous accompagner au niveau de la parole. Hein, ça va être voilà, plus en profondeur et d'une manière beaucoup plus constante aussi. Supposons que je souffre d'anorexie mentale, quels sont les signes finalement, peut-être même corporels ou autres, qui devraient m'alerter et me faire ouvrir la porte d'un cabinet médical? Alors, je pense que déjà c'est la perte de poids, que vous n'allez pas forcément voir vous, mais chez les autres. Ça va être par exemple, ah tiens, tu manges pas, ou ah tiens, t'as maigri. Après, de votre côté, ça va être surtout une perturbation de l'image de soi. Quand vous allez vous regarder dans le miroir, si vous vous pesez beaucoup, par exemple, ou si vous scannez beaucoup votre corps et que vous vous dites en fait, il m'insupporte en fait ce corps. Non, non. Et qu'en fait, il y a de moins en moins de pensées positives dessus, il faut se poser des questions. S'il y a aussi ce côté chez vous, en termes d'habitude alimentaire, qui a changé, il faut aussi se poser des questions. Mais en fait, je pense aussi qu'il faut s'attarder sur comment ça va, en fait. Cette question, elle est très anodine. Mais si vous ne dites pas la vérité aux autres, personne ne le verra. Et encore moins vous, du coup. Il y a aussi il y a un signe qui ne trompe pas chez les femmes, c'est l'aménorrhée. Il n'y a plus de règles. Quasi plus de règles. Ça, c'est un signe où là, vraiment, il faut s'attarder. D'accord? Voilà. Ok, d'accord. Et pourquoi certaines personnes qui souffrent d'anorexie mentale ne veulent pas reconnaître leur maladie? En fait, c'est pas qu'ils veulent pas. En fait, c'est un mécanisme qui est là pour protéger à la base. Donc, si votre cerveau, il s'est dit, en fait, il y a une réalité qui est tellement choquante que je peux pas la traiter, parce que parfois, on parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable. Du harcèlement, par exemple. Si on prend le côté harcèlement à l'école, on se fait frapper, on se fait dévaloriser, et qu'on n'a pas de point de comparaison, en fait, pour nous, c'est normal. Donc c'est là où le déni va se mettre en place. Parce qu'en fait, c'est là pour protéger. Encore une fois, la personne n'est même pas capable de constater que c'est pas anormal, puisque pour eux, c'est la norme. C'est OK. C'est OK de penser que je suis jamais assez. C'est OK de dire que j'ai maigri. Parce que c'est bien de maigrir, en fait. Donc vous voyez, en fait, c'est carrément une réalité qui est déconnectée, en fait, et qui est basée sur le corps. Donc en fait, c'est comme si la personne se mettait des œillères. Donc en fait, le déni, c'est parfois la seule manière que la personne a de s'adapter à une situation, en fait. Et par exemple, toi, si tu es amené à rencontrer des personnes justement qui sont dans cette phase de déni, comment est-ce que tu vas travailler ça avec elles? Je suis pas là pour attaquer, en fait, les croyances de la personne, parce que si vous faites ça, c'est comme si, encore une fois, vous disiez à une personne que la Terre est ronde.
elle va vous rire au nez. En fait, il faut savoir pourquoi la personne en est arrivée à se créer cette réalité. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, elle a dû s'adapter comme ça, et qu'est-ce qui fait que pourquoi maintenant, c'est plus fonctionnel en fait. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, cette réalité, et en final, ça cache souvent des traumas. C'est pour ça que je disais souvent, moi, ce que je veux, c'est faire des thérapies axées sur le trauma. Parce qu'en fait, là-dedans, on ne parle pas d'évitement, on parle du déni. Donc derrière, il y a une vérité qui doit être quand même très lourde, très difficile à vivre, quand même. Donc c'est là où je veux dire, attention, la souffrance, elle est réelle. Elle est tellement grande, elle est tellement importante que la personne a choisi de l'enlever, cette vérité. C'est quand même dingue ce que le cerveau fait. Hein. Quand on fait partie des proches d'une personne qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, comment est-ce qu'on devrait se comporter face à cette personne? C'est pas facile. C'est pas facile parce que, en tant que famille, on va avoir envie de contrôler. On va avoir envie de lui donner à manger. Alors, si on veut l'aider, il faut que la famille elle-même se fasse aider. C'est important de remettre des repères, en fait, tout simplement, à l'aide des médecins, à l'aide de... Voilà. Je pense qu'il faut qu'ils puissent s'articuler autour de composantes affectives, relationnelles, matérielles, parce qu'en fait, on parle d'un enfant, là, qui ne peut plus prendre des décisions rationnelles quant à la nourriture. Donc en fait, les parents, ils vont être là pour rééduquer, rénourrir en fait l'enfant. Mais il faut qu'ils le fassent d'une manière bienveillante. Parce que si vous forcez une anorexique à remanger, ça va être fatal. Fatal parce que déjà pour renourrir, il faut y aller progressivement. On parle de quelqu'un qui carrément peut-être ne boit plus. Donc en fait, si vous redonnez une nourriture qui est un vrai repas, la personne, physiquement, elle ne va pas pouvoir l'assimiler. Ce qu'on peut faire généralement, c'est de reprendre des habitudes au niveau des repas. Le faire en famille, par exemple. Juste simplement de se retrouver à table. C'est pas grave si la personne ne mange pas. Mais en fait, de juste, ok, on se retrouve à table. C'est une routine. Pourquoi ? Parce que la routine les routines d'une anorexique, c'est carré. Donc si on veut un peu l'éloigner de ces routines-là, il faut réinstaurer quelque chose dans la maison. On va souvent utiliser la fratrie d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est pas des référents qui sont vus comme un peu, vous voyez, papa, maman, c'est l'autorité. Un peu. Souvent la fratrie, ça va être quelqu'un qu'on connaît tellement qu'on va prendre l'empathie aussi. Cet élan de voir aussi que chez la personne anorexique, ça touche aussi l'entourage. Chez les petits aussi, hein, chez la fratrie. Donc, si on veut aider vraiment, il faut arrêter de ne parler que de ça. Les parents, ils sont aussi là pour dire tu n'es pas que la maladie, tu es autre chose. Faites plein d'activités, sortez de ce cadre. Parce que la personne anorexique, elle va avoir tendance à vous ramener sur cette maladie. Ah papa, regarde, il y a telle calorie. Alors non, ça va être par exemple de s'asseoir et de dire ah ok, et toi dans la journée, comment ça s'est passé, voilà. Ça peut être même de parler de nos anxiétés. Il faut arrêter de faire comme si la maladie elle n'existait pas. En tant que parent, on peut se dire aussi écoute, moi je suis pas bien, je vois que j'arrive pas à t'aider, je suis désolée de ça, j'aimerais t'aider. Parce qu'en fait, ça va lui permettre aussi de se rendre compte qu'elle est malade, que ça existe et que ça peut être grave. Il faut arrêter que ce soit tabou, sans trop être sur la maladie. Donc c'est pas facile, vous avez vu, c'est déjà un équilibre pas facile à avoir. Il faut éviter les jugements de valeur. Mais c'est facile. Tiens, regarde, moi, je fais comme ça parce qu'en fait, la personne, elle est déjà en compétition avec tous les corps du monde. Donc, si vous la recomparez, c'est mort. Surtout quand on est dans une position amicale, enfin une posture d'amis, c'est très facile d'essayer de vouloir donner notre vision à l'autre. Mais regarde ton corps, tu as maigri, allez, t'es super belle, comment tu peux pas t'aimer? Enfin, moi à ta place, mais je serais super heureuse d'avoir ce corps, quoi. Ouais. Et ça n'a pas de sens pour l'autre. C'est destructeur même, finalement.
C'est destructeur parce que elle, quand vous lui dites ça, par exemple, c'est comme si c'était une moquerie pour elle. Parce que, oh bah oui, t'es belle, mais imaginons, allez, je suis en surpoids et qu'on me dise, ah bah t'es maigre, hein. Bah non, pas du tout. Donc elle va encore plus le prendre comme quelque chose. Ou alors, justement, vous risquez de renforcer le comportement. De bah voilà, t'es belle. Bah oui, mais si je suis belle, c'est parce que je fais méga attention en fait. Donc dans l'un, dans l'autre, c'est très difficile. Par contre, là, c'est important de questionner. Si vous savez pas quoi dire, questionnez. Comme quoi, par exemple? Par exemple, ah, regarde, yes, j'ai réussi à pas manger de sucre. Mhm. Ah ouais, et pourquoi toi tu manges pas de sucre? Moi j'aime bien, ça, je trouve que c'est super bon le sucre. Ok. Ah ok. Parce qu'en fait, ça va l'obliger à se renvoyer Mhm. sa propre balle. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ouais. Ou alors ça va être par exemple, ah, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour faire du sport ou des trucs comme ça? Ça peut Ok. être, bah et toi, pourquoi tu en as besoin de faire? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de faire du sport? Mhm. Tout simplement. Et c'est de dire aussi, bah écoute, je sais pas comment t'aider. Ça peut être ça, hein, tout simplement, je sais pas comment t'aider, mais si tu as besoin, je suis là. Je serai toujours là. Parce qu'on pourra jamais forcer l'autre Voilà. à aller Non, faire de l'aide. voilà. Bah non, parce qu'encore une fois, la demande, elle est pas là. Ouais. Parce qu'encore une fois, ça n'existe pas. Quand bien même si elle serait dans un état, enfin là je prends le cas un exemple d'une amie hein, qui serait même dans une phase d'isolement aussi, enfin, on a beau vouloir faire quelque chose, peu importe l'état de la personne, on ne peut rien faire tant qu'elle ne veut pas recevoir Après, de l'aide. oui. Après, si vous voulez, le but c'est d'informer et d'orienter. C'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Donc par exemple, je pourrais lui dire, enfin je donne vraiment un exemple, c'est tout à fait hypothétique, je pourrais lui dire, ah ben j'ai rencontré une psy et justement j'en ai parlé d'un trouble du comportement alimentaire et ça me fait peut-être un peu penser à ce que bah, toutes les deux on pourrait vivre, etc. Tu t'es déjà questionné à propos de ça pour savoir si toi c'était quelque chose de, bon j'ai envie de dire normal, mais si ça te faisait souffrir peut-être certains comportements ou autres, Ouais. par exemple. Par exemple, vous pouvez partir de vous-même, hein, de vous dire, bah tiens, finalement, quand je vois cette personne, quand je la voyais avant et maintenant, il y a Ouais, quand même beaucoup de changements. ok. Donc c'est de dire, bah écoute, chez toi, je vois qu'il y a un changement physique, quand tu me parles aussi, il y a un changement, et écoute, moi, ça me fait penser à ça. Fais attention parce que j'ai l'impression que toi, ça va pas. Là, vous instaurez un premier signal d'alarme de ah, il y a quelqu'un qui me dit ça. Donc vous allez instaurer le doute chez la personne. Mais vous n'attaquez pas les croyances. C'est juste de ah, ok, en moi je ressens ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Et là, vous pouvez réorienter. Si la personne va plus loin dans sa demande, de ah, en fait, oui, je sens qu'avec toi je peux me libérer. Oui, allez-y, informez de bah oui, en fait, ça peut être grave, oui, il y a des conséquences, de oui, mais par contre, il y a des solutions. On n'est pas obligé de laisser la personne sans espoir, mais oui, il y a des solutions, évidemment. Et pour rappeler bien évidemment qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette situation où il y a de l'anorexie mentale, pardon, on peut aussi questionner notre entourage si ben, on s'aperçoit qu'il y a un changement de régime alimentaire aussi pour juste s'assurer que la personne ben, a l'air d'être en tout cas consciente de ce qu'elle fait, ben, des conséquences aussi d'un changement d'un régime alimentaire sur le corps, sur la pensée aussi. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, parce qu'encore une fois, c'est important de bien s'informer. Moi, ça me fait repenser aux réseaux sociaux où, en Ouais, fait, comme ça instaure une politique de comparaison, c'est impossible de s'accepter soi-même. ouais. Donc, en fait, c'est con, hein, mais c'est en fait simplement prendre le temps avec la personne. Comme elle sait bien le cacher, c'est par exemple, en tant que parent, bah, quand elle vient vous voir, bah, de ne pas banaliser, de se questionner, de, encore une fois, reprendre les côtés repas. Parce que plus vous ferez des repas ensemble, moins elle pourra éviter. Bon, en tout cas, vous le verrez. Et c'est surtout, en tant que parent ou en tant qu'ami, pas hésiter à se dire, bah, en fait, je suis pas tout seul à gérer ça aussi. Chez le médecin, quand on va chez le médecin, bah voilà, mon fils, je vois qu'il y a un changement.
Je vois qu'il y a des problèmes. En fait, c'est simplement se dire je vois que. Parce qu'il faut se rappeler que c'est une maladie où la personne ne le voit pas. Donc en fait, c'est l'entourage, il est nécessaire là-dedans. Bien sûr. C'est tout simplement ça. Et alors, par rapport à ce rapport avec son propre corps, comment est-ce que, avec la présence des standards de beauté, la pression qu'on peut ressentir ou pas par rapport aux médias, comment entretenir une relation saine avec son propre corps? Ouh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que euh, quand on regarde les images, en fait, ça, je suis désolée, mais ça représente un peu le contexte socio-culturel où on est. Euh, on voit qu'il y a l'échec, il est très peu valorisé en fait. Donc même nous, on est face à un standard de beauté. Il faut être heureux, il faut être épanoui. Mais en fait, ça veut dire quoi grandir? Ça veut dire quoi être épanoui? Parce qu'il faut aussi rappeler que la génération d'aujourd'hui, on est dans un contexte aussi sociopolitique qui fait peur. C'est hyper angoissant. On parle de guerre en Ukraine, on parle de guerre en Israël, en Palestine, on parle d'éco-anxiété, le réchauffement climatique. Il y a, il y a les États-Unis qui commencent à se radicaliser, en France aussi. Donc comment voulez-vous que il n'y ait pas de pression sociale? Ben, il y en a en fait. Et il faudrait maintenant, je pense, se poser la question en fait de ça. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vraiment s'accepter pleinement? Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Est-ce qu'on a le droit de penser comme ça en fait? C'est pas facile de se dire bah oui, je me laisse aller, mais je sais pas, peut-être dans une dizaine d'années, bah, on sera en guerre froide. Est-ce qu'on sera en famine? Est-ce que j'ai le droit de construire ma propre famille? En fait, je trouve que l'anorexie, quand on y pense, on voit des personnes qui ressemblent à des enfants. Il n'y a plus de caractère sexuel. Ça représente quand même le reflet de j'ai peur de grandir quand même. Et ça, il faut le dire. C'est très important. Ah ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Non, bien sûr. Oui. C'était surtout pour savoir, comme tu dis, là je parle surtout de la présence des standards de beauté et parfois c'est assez culpabilisant dans le sens où je vais prendre mon cas, je regarde par exemple toutes ces femmes qui sont juste incroyables, qui correspondent à, j'ai l'impression, mes standards qui sont finalement influencés par les standards des autres. Euh, et parfois je culpabilise, je me dis, ben, Alix, si tu manques de confiance en toi, c'est aussi parce que tu te nourris de ces images-là et que tu ne fais que te comparer à chaque fois à elle et à te dire comment est-ce que je vais faire pour obtenir ce physique-là alors que ben, je sais très bien que je suis pas, enfin pour le moment, dans une phase où je vais pouvoir faire autant de sport, faire à ce point attention à mon alimentation, puis même au niveau économique, ça va être un peu complexe d'acheter que de la nourriture super saine, enfin j'exagère un peu la chose, hein, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc c'est vrai que parfois j'arrive à un état où je culpabilise, je me dis mais c'est aussi de ma faute quoi, parce que je regarde ces femmes-là alors que personne ne m'y oblige, mais que d'un autre côté, c'est peut-être cette recherche de correspondre aussi à un idéal au niveau de cette identité de soi aussi, en grandissant. Enfin, je pense que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête pas et c'est vrai qu'il m'arrive de me demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Est-ce qu'une fois, je ne sais pas, que je deviendrai maman, est-ce que je vais arrêter de me questionner sans cesse à chaque fois à propos de mon poids, de la texture de ma peau, de mes dents, de mes yeux, de la manière dont je me maquille. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est suffisamment bien en fait? Et surtout, ben, c'est tout le temps pour les autres et pour moi, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il n'y a plus vraiment de moi, il n'y a plus vraiment de je fais ça pour moi. Pour moi, ça prend pas de sens parce que c'est pour les autres, c'est par rapport à ce que les autres proposent. C'est, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Je sais pas si c'est mais c'est hyper compréhensible, mais vrai. Ah, si, c'est compréhensible, c'est hyper vrai. Quand on parle de confiance en soi, en fait, c'est nos connaissances qu'on a de nous. Sauf qu'à l'adolescence, bah, on n'a aucune connaissance de nous. Mhm. Donc on cherche. C'est le propre à chacun de se Mhm. découvrir. Mhm. Ça part pas d'une mauvaise intention. Mais ce qu'on nous montre, il faut aussi se responsabiliser sur ça. Les médias sont responsables, les parents sont responsables, tout le monde est responsable. Mhm. Où est la question de choix? Ouais. Je sais même pas si l'adolescent il a vraiment le choix. Parce que regardez, on est bombardé d'infos. C'est comme si vous arriviez au restaurant et que vous aviez un menu de 400 pages. Comment voulez-vous choisir? C'est ça. C'est impossible de choisir. Donc encore une fois, on va s'attarder aux tendances.
Et puis c'est sur ces tendances aussi parlent de tout. Enfin, je veux dire au niveau du corps. Quand je repense encore à mon adolescence, ben, je m'étais informée à propos de ce qu'était l'anorexie mentale. L'anorexie, ben, c'était voilà le côté un peu minceur. Puis on est plus dans un corps au niveau du standard de beauté un peu plus formé. Mais maintenant, si tu changes de territoire, on est plus du côté de la minceur. Puis, enfin, je veux dire, c'est au détail près. Donc on va juger ben, ta dentition, on va juger ton maquillage, ta coiffure, ta taille, ton poids, ton assurance, ton élégance, tout. Et donc, tous les critères, on va dire plutôt internes, donc au niveau de la personnalité, que tu passes du temps à construire, ben, j'ai l'impression que tout s'effondre parce qu'on te demande juste d'être une identité parce que ben, comment dire, pardon, ton apparence compte énormément, on va dire, dans cette identification aussi de l'autre. Et donc, parfois, j'ai l'impression de m'y perdre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement, enfin, il y a tellement de pression. Et puis, bien évidemment, peut-être aussi que tu vois de quoi je parle exactement. Au niveau des musiques, je prends un exemple. Je suis fan de Beyoncé. Voilà. J'aime trop Beyoncé. Et c'est vrai qu'à un moment, en grandissant, je me suis dit, ben, c'est bien qu'elle parle de la confiance en soi, d'assumer son corps, mais alors pourquoi autant de retouches? Et pareil pour que ce soit des artistes masculins, féminins ou peu importe, tout le monde prône l'excellence, oui, soyez vous-même, etc. Mais bon, si je dois commencer à être moi-même en ayant X ou Y correction par rapport à mon physique, qu'est-ce que ça vaut exactement? Et j'obtiendrai jamais le physique de Beyoncé, je veux dire, c'est pas possible, enfin, je serai jamais elle, je serai jamais peu importe la personne. Donc c'est, voilà, je me perds un peu dans mes idées, mais juste pour dire à quel point c'est, voilà, c'est cette idée que oui, soyez vous-même et finalement tu regardes la personne qui te dit ça et tu te dis mais toi-même, est-ce que tu es vraiment toi-même? Et puis qu'est-ce que tu me dis à moi qui enfin, vit pas dans un monde, dans un même monde? Enfin, c'est assez étrange parfois. Oui, c'est étrange parce que, en fait, là où je te comprends, on oscille. T'as vu dans ce que tu dis, Mhm. je sais que je ressemblerai pas, mais j'ai envie que. Exact. Et en fait, quand on voit cette oscillation, bah, c'est très difficile de s'en sortir. Parce qu'au final, où est la vérité? Est-ce que c'est parce que je veux ressembler à Beyoncé ou en fait je suis moi? Euh, j'ai tendance à rassurer là-dessus. En fait, encore une fois, ça part d'une préoccupation qui est universelle. Mais quand elle prend trop de proportions, Ouais. c'est là où ça va pas. C'est de rester continuellement dans ces questionnements de, en fait, à qui j'aimerais ressembler. Et puis après, la question, c'est comment je vais y ressembler. Et puis après, c'est je vais y ressembler. Sauf que normalement, c'est là où ça coupe. C'est, bah, je sais que je vais pas pouvoir y ressembler. Exact. Ouais. Mais chez les personnes anorexiques, c'est je vais Mhm. y arriver. Et je vais le faire. C'est ça qui est dangereux en C'est fait. ça qui est On dangereux. perd cette notion de réalité, De en quelque danger. sorte, et de danger surtout, oui. Imaginez-vous, on parle de quelqu'un qui est en train de mourir, mais qui n'en a pas conscience, qui a aucune conscience du danger. Donc si je veux ressembler à Beyoncé, je vais aller jusqu'au bout. Sauf qu'on oublie derrière, peut-être qu'il y a eu des injections, est-ce qu'il y a eu de la chirurgie esthétique, est-ce que bah, derrière elle n'est pas soumise elle-même à d'énormes pressions pour chanter, pour... C'est ça, ouais. en fait, on oublie tout ça. Mais parce qu'au fond, les gens, ça, ils s'en... Pardon. Pas de problème. Ils s'en foutent de savoir comment Beyoncé elle vit. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est finalement quand elle danse, quand il y a plein de paillettes, quand elle fait le show. C'est la performance, et puis même pour Oui. elle, ça doit être une pression aussi, parce qu'elle sait que si elle correspond pas à ces standards-là, elle va juste se faire jarreter. Donc c'est vraiment le côté, je balance la balle, mais je la reçois. Donc je suis responsable en même temps de ces codes et des standards de beauté, mais en même temps, j'en suis quelque part un peu victime, ou alors en tout cas influencée, plutôt, je vais utiliser ce terme, influencée par ces standards. Donc c'est un peu difficile. Et puis même là je parle de critères de beauté, mais ça peut être aussi des critères personnels, hein. Par exemple avec ce genre de mode de vie qu'on voit sur Instagram, par exemple dans les réels, etc. On se dit, ah ben j'ai envie de vivre comme ça plus tard, mais je veux dire, c'est encore le même schéma, on se dit, pardon, je suis différente de cette personne, je veux lui ressembler, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ressembler à cette personne? Donc, bah, parfois, c'est juste deux mondes différents et ça coïncide pas du tout avec la personne que tu es, c'est juste un imaginaire que tu t'es créé parce que ça t'a attiré, mais c'est pas... ça crée une envie qui n'est pas là de base, quoi. Non, et tu l'as très bien dit, c'est l'imagination. Parce que le cerveau, il est là pour prédire.
Sauf que là, comme on touche aux préoccupations perfectionnistes, bah, du coup, c'est une impression. Donc si la personne, elle n'a pas l'autre pour en fait avoir un retour sur ce qu'elle pense, bah, c'est là où l'imagination va prendre toute la place. Et c'est là où la personne va se dire, oui, c'est un objectif réalisable. Et là, du coup, on est déjà déconnecté. Parce qu'ils ne sont pas réalisables. La perfection, ça n'existe pas, en fait, quand on y pense. Ça n'existe pas. Sinon, on serait tous des robots. Et je vous invite à regarder la série incroyable de Black Mirror, qui en parle beaucoup. Ce serait terrible de vivre dans un monde parfait. Terrible. Sauf que ces personnes-là, elles sont là-dedans, en fait. Elles sont là-dedans, le chaos n'existe pas. Le chaos n'existe pas. Et encore une fois, on est dans l'imaginaire. Donc mon imaginaire pense, et là ça devient des pensées qui sont rationnelles, qui sont absolues en fait. C'est terrible pour la personne. Parce qu'elle s'est créé un monde autour. Donc je vais ressembler à Beyoncé et je vais tout faire pour. Ou je vais ressembler à la dame qui me dit que manger 3 graines de lin et de l'eau, c'est bien. Parce qu'en fait, il y a un biais cognitif. On parle de biais de confirmation. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Bien mais sûr, oui. ouais. En fait, c'est de prendre dans le réel ce qui confirme mes hypothèses. Et c'est pour ça qu'on parle de réalité du patient. Parce que c'est ce monde-là qui s'est créé. Écoute, merci beaucoup Caroline pour ce podcast. Merci pour tes précieux conseils et ton témoignage en tant que psychothérapeute. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à des adolescents, par exemple des jeunes, qui justement se questionnent à propos du trouble du comportement alimentaire? Oui, alors je pense qu'il faut quand même donner un message d'espoir. Alors moi déjà, je suis très admirative de ces personnes-là parce qu'il faut pas oublier que ça doit être difficile en fait de fonctionner à 200% sans avoir de carburant pour alimenter le système. Après, ce que je veux leur dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer toute seule. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de tout gérer. Il y aura toujours une personne pour vous écouter. Hein, mais il faut s'autoriser à s'offrir cette aide parce que c'est des personnes qui ne s'autorisent plus. Et enfin, le plus important, le regard de l'autre ne pourra jamais vous satisfaire parce qu'en fait, c'est que le reflet de ce que vous pensez vous-même. Commencez à vous aimer, vous, avant de vouloir être aimé par les autres. Ça, c'est le plus important, vraiment. Et je sais qu'au fond, vous pensez qu'il n'y a personne pour vous comprendre ou qu'il n'y aura pas de solution. Mais s'il n'y avait personne qui en souffrait et s'il n'y avait pas de solution à apporter, ben en fait, je ne serais pas là pour en parler. Donc oui, c'est important. Merci beaucoup Caroline pour ce podcast. Merci.